This is where the story really starts. Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Cette semaine, on s'attaque à une des sorties de cet été, donc Weapons, film d'horreur. C'est pas habituel qu'on fasse un petit hors série sur un film de genre, un film d'horreur de Zach Cregger. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis évidemment accompagné de Edouard. Comment ça va, Edouard ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Un bel été. Une nouvelle voix, Gabriel. Comment ça va, Gabriel ? Ça va super, bonsoir. Un peu intimidé, grande première. C'est son baptême du feu, en plus avec un film exigeant, bien horrifique comme il faut. Et ouais, ça, il faut se roder, quoi. Et ça va, l'été s'est bien passé ? Très bien, Vous êtes parti un petit peu. Chaud quand même. Ouais. Petite pause, ça fait du bien. Pause dans les projets, ça fait du bien. Bah ouais, et surtout que cet été, nous, on avait, si vous avez suivi tous les épisodes de Ce n'est que du cinéma, on avait fait quand même les deux gros blockbusters. On n'a pas fait encore les Fantastic Four, mais on avait fait Superman, on avait fait Jurassic World, on avait même fait Formule 1, souvenez-vous, avec Brad Pitt. Tu les as vus, toi, Gabriel, ces films-là ? J'ai vu Jurassic World. Ouais. Grosse déception, je sais pas pour vous. Ouais, c'était plutôt pas terrible. Voilà. Voilà. Bon. On sait très bien ce qu'on... Disons qu'on avait une grosse dent contre le film. Voilà. Elle est belle. Elle est bien. Bon, mais alors ce Weapons, déjà première question, est-ce que vous connaissiez le travail de Zach Cregger et notamment son film Barbarian qui avait vraiment créé la surprise en 2022 ? Est-ce que vous y étiez allé en sachant ce que vous alliez voir ? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit bien, pas bien ? C'était quoi un peu votre expérience cinéma en allant là-bas ? Qu'est-ce que vous avez pensé plus rapidement, toi, Gabriel, ce Weapons ? Moi, Barbare, c'était une surprise que j'ai découvert sur Barbare, j'avais vu sur Disney+, et j'avais été très étonnamment surpris, j'avais bien aimé. C'est vrai que tu me disais hors micro que c'était un film dans lequel les studios n'avaient pas beaucoup cru, et qu'il n'avait pas du tout diffusé en cinéma, ou en tout cas pas en salle chez nous en Europe, et que du coup on a dû le voir sur Disney vite fait, comme ça, balancé. C'est ça, il est sorti pendant le Covid en fait, et donc il n'est pas sorti en salle, et donc ils l'ont balancé sur Disney+. Et moi c'était une très bonne surprise, quoi. J'avais bien aimé, et je savais pas que c'était lui qui avait réalisé Weapons aussi. Je l'ai appris après coup. Et donc, il y avait un peu cette hype autour de Weapons. On dit évanoui. Et le titre en français, je trouve qu'il est très mauvais, mais on peut en reparler après. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été voir ce Weapons et c'était une très bonne surprise pour moi. Vraiment un très bon divertissement. Et toi, Momo, Edouard ? Eh ben, écoute, moi, Barbarian, c'était vraiment depuis la sortie sur ma watchlist. Je n'y ai jamais donné suite et je l'ai fait donc aujourd'hui, je l'avoue. Il n'y a pas plus tard qu'une heure, j'étais encore devant le film. Donc voilà, donc je savais pas quoi m'attendre avec Weapons. J'avais entendu beaucoup de bonnes choses, quelques petits avis négatifs que je comprends également, mais j'avais hâte. Moi, dès qu'il y a un film d'horreur un peu hypant, ça m'intéresse et j'ai envie d'aller le voir. Et puis quand je vais le voir, je me fais mon avis. Genre, si je peux rappeler vite fait, par exemple, des films du style La Main, je crois que c'était en français, Talk to Me en anglais, qui était très bien également, mais c'était pas non plus une dinguerie à outre mesure de ce que les gens vendaient en fait. C'était pas tant que ça. Ici, c'est quand même une très belle surprise. Excellent. Eh bien, en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, sans plus attendre, on va mettre un petit extrait quand même du film dont il a eu le mérite d'avoir un trailer qui ne révèle absolument rien et qui pose le pitch. Et ça, je trouve ça que c'est très très bien. Allez, c'est parti, on se retrouve. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. Alors pour le petit pitch de Weapons, lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Et je reviens justement sur ce trailer parce que c'est un truc que je reproche, je sais pas vous, mais vraiment récemment, je trouve que les trailers, surtout les trailers à rallonge, là, qui font 2-3 minutes, t'as l'impression de voir le film en version accélérée. C'est vraiment un peu typique des Marvel, mais en fait, même dans d'autres films qui sont pas spécialement Marvel, c'est un peu comme ça. Là, ça fait tellement plaisir que le trailer révèle exactement, bah voilà, vous allez aller au cinéma, les 5 premières minutes, vous aviez ce que vous avez comme information dans le trailer. C'est-à-dire 17 enfants dans une classe qui, à la même minute, disparaissent, voilà, partent dans la nuit, se lèvent de leur lit, partent dans la nuit et puis ne reviennent jamais. Et pourquoi les
17, pourquoi il n'y en a qu'un seul dans la classe, comment il s'appelle encore le petit Alex qui est là, et pourquoi, et où est-ce qu'ils vont, et est-ce qu'ils ont été enlevés, est-ce qu'ils partent de leur plein gré, etc., etc. Ça, je trouve ça trop bien. Peut-être honneur à toi, mon bon Gabriel. Donc film, donc à côté 38 millions, qu'on a déjà à l'heure actuelle rapporté 200. Donc ça, c'est quand même un gros succès. 94% de Rotten Tomatoes, donc de Zach Cregger, on l'a dit, avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, je prononce probablement pas très bien ce nom. Mais donc toi, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce Weapons du coup ? Déjà, la séance, j'ai été le voir à Dobrucker en plein pendant les vacances et j'ai eu un peu peur quand je suis arrivé parce que c'était rempli. Il n'y avait que des Gen Z jeunes et je me dis, ça va être compliqué, quoi. Enfin, souvent, les séances de films d'horreur, je me suis dit, ça va être un bordel monstre. C'est turbulent, quoi. Va gueuler. Et le film a à peine commencé. Silence de mort dans la salle et ça a duré tout le film, quoi. Excellent. Donc, déjà, je trouve ça très cool, les films comme ça qui mettent tout le monde d'accord, peu importe la génération, vraiment. Enfin, il y avait une unanimité dans la salle et tout le monde était captivé, quoi. Donc, j'ai vraiment bien aimé au niveau de la tension. Et donc ici on est sans spoiler, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'aurais dû l'annoncer. On va faire, je pense, cet épisode un peu en 2 parties. Donc pas de spoiler dans un premier temps, et puis après on rentrera quand même dans le dur parce que c'est quand même ça qui est rigolo, surtout dans un film comme Weapons qui a beaucoup de portée symbolique, beaucoup de grilles de lecture, d'analyse. Moi je vous avoue que j'ai poncé YouTube depuis que j'ai vu le film pour être sûr que j'avais bien compris, ou voir peut-être écouter des gens plus intelligents que moi qui peuvent m'expliquer ce qui s'est passé dans le film, aussi parce que c'est très américain, je pense qu'il y a aussi des codes américains à avoir, mais donc plutôt sans spoiler dans un premier temps, voilà le film. Déjà, il y a une tension qui commence dès le début, je trouve. En fait, il n'y a pas toute une introduction, on commence à introduire les enfants et tout ça. On commence directement sur la disparition des enfants. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous plonge directement dans l'intrigue. Et la façon dont c'est construit, la narration, c'est super intéressant aussi parce qu'on suit chaque fois le point de vue d'un personnage. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de classique, de faire élément déclencheur, introduction, donc j'aime beaucoup la façon dont c'est construit la narration, quoi. Et si tu as compté, il y en a 6 des personnages, enfin pas personnages principaux, mais il y a 6 points de vue. 6, un chiffre qui est important, qui apparaît peut-être sur une petite cloche à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un peu, d'ailleurs il avait fait un petit peu avec Barbarian, hein, le film qui, souviens-toi, dans Barbarian, il coupe vraiment pile au milieu. T'as l'impression que tu regardes un autre film pendant un moment donné, tu comprends pas, et c'est à nouveau aussi un point de vue totalement différent, évidemment tous connectés à la maison en question, mais c'est un peu, il aime bien faire ça, quoi, plutôt que de faire une narration classique, comme tu dis, avant, pendant, après. Là c'est un peu genre, voilà, la situation c'est comme ça, c'est une forme de thriller, un peu horrifique, ou même beaucoup horrifique, on ne sait pas, mais avec des points de vue différents. Et les points de vue sont intéressants parce qu'ils sont pas habituels, je trouve. Enfin, notamment, c'est pas un spoiler, mais il y a le point de vue d'un junkie. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il vit sa petite vie de junkie et il a des motivations de junkie parce qu'à un moment, il rentre dans la maison pour essayer de voler des choses pour après les revendre et s'acheter de la drogue. C'est de son point de vue à lui et je trouve que c'est un point de vue intéressant qui est peu vu dans les films. Et à un moment, il y a le point de vue de l'enfant aussi. Et donc, même la caméra se met à son niveau. Il y a tout ce point de vue enfantin qui est assez original, je trouve. Après, il y a des points de vue plus classiques, le flic, les parents d'élèves. Moi j'ai eu un tout petit peu le temps long quand même au tout début du film avec les points de vue, surtout quand l'histoire est vraiment la même et vue de l'autre point de vue, j'étais un peu genre ok, peut-être, voilà. Mais quand même il fait des ellipses, hein, il saute pas mal de scènes, c'est pas montré complètement parce que sinon je me suis dit oula, s'il me fait la scène complète là tu perds un peu de temps, mais ça j'ai un tout petit peu eu le temps long, mais c'était vraiment chepinaille, hein, parce que vraiment je pense que c'est pour ça que le film fait 2h08 quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'à mon avis il y a déjà juste des petites minutes qui se rajoutent par-ci par-là, etc. quoi, mais c'est pas bien grave. Et toi Edouard, ce Weapons, tu me disais hors micro que comme contrairement à moi, toi t'es plutôt un grand connaisseur du genre horrifique, du coup la barre est plus haute pour toi, t'es plus exigeant et du coup peut-être que t'es un tout petit peu plus en demi-teinte, ou en tout cas voilà, dis-nous un peu toi ce Weapons. Alors en demi-teinte je dirais pas, parce que franchement je lui mettrais une note bien élevée de 8 sur 10 quand même. C'est très bien. Comme tu disais, l'originalité de la présentation, de la narration, de comment c'est construit, c'est très intelligent d'avoir fait ça de cette manière-là, je trouve. Il y a des points un peu négatifs, vite fait, hein, mais je pense du coup qu'il y a certains moments où il y a vraiment des longueurs, quoi. Et ce que j'ai entendu le plus qui déplaisait aux gens, et ce que j'ai trouvé moi relativement bien, c'est des moments comiques dans le film en fait. Il y a des moments, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, j'imagine que c'est volontaire parce que si c'est involontaire c'est très étrange, autant que le film est très bien fait, si ça c'est involontaire je comprends pas comment ça s'est passé quoi, mais je pense que c'est très volontaire et c'est pas mal parce que du coup moi par exemple j'ai été au cinéma du coup à De Brocaire également et je voulais aller voir Weapons. J'arrive, la salle est blindée, mais blindée à craquer. J'étais avec un pote, donc il n'y avait même pas 2 places une à côté de l'autre. On a dit, on va aller voir autre chose. Donc on a vu Together.
peut-être une petite aparté plus tard. Et ensuite, on a vu Weapons. Et c'est des films qui, je pense que si t'as pas l'habitude, tu dors pas bien, vraiment. Si t'as l'habitude, tu dors correctement. Et du coup, là, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut mettre un peu le pied à l'étrier pour tout le monde de voir un film qui est... Parce qu'en fait, c'est dit d'horreur. Je trouve que c'est plus un thriller horrifique. Je dirais plus ça comme ça, moi en tout cas, et pas le terme elevated horror que moi j'aime pas trop, mais bref, on s'en fout. Donc ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est vraiment que ce film-là, il peut faire aimer le genre à certaines personnes, dans le sens où c'est pas trop abusé, les jumpscares sont bien travaillés, c'est très joli en vrai, il y a des idées de mise en scène un peu partout, c'est vraiment cool. Et comment dire, et en fait il y a du coup ça, on en parlera plus tard, mais il y a une fin qui permet de dormir, c'est ça que je veux dire. C'est pas abominable, etc. de A à Z, et c'est ça que j'aime bien avec ce film là, c'est que ça peut donner vraiment l'envie à tout le monde de s'y mettre un peu à l'horreur, quoi, sans regarder ça d'un point de vue un peu pédant. Il y a souvent cette image là pour le film d'horreur, et c'est difficile, un peu comme la comédie, de faire un bon film d'horreur, en fait. C'est très casse-gueule comme genre. Je trouve qu'il n'y a rien de gratuit un peu dans ce film-là. Genre, il y a des jumpscares, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont extrêmement bien cuisinés, quoi. Vraiment, ça mijote. On sent bien qu'on est... Ça va arriver à un moment. On va se le prendre, mais en même temps, vraiment, c'est parfait. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien placés, et il arrive même à les placer à des endroits où tu t'attends pas forcément. Voilà, je trouve ça... Enfin, je veux dire, il y a eu des millions de jumpscares dans l'histoire du cinéma. Il arrive encore à faire ça bien, quoi. Et donc, il n'y a rien qui est gratuit. Ça serait bien. Et tu as raison que c'est une bonne porte d'entrée. Une porte très sombre d'ailleurs d'entrée vers le genre horrifique. J'adore, c'est un truc qui revient entre Barbarian et Weapons. À chaque fois qu'il y a une porte, c'est vraiment noir, mais comme l'abysse la plus sombre du monde. Il n'y a pas un pet de lumière qui passe là-dedans, comme si c'était littéralement un trou noir vers un autre monde, un monde fantastique, de contes. Tu disais un peu, Gabriel, aussi. Voilà, toi, au niveau de la réal, ce film, c'est quand même juste pépite, quoi. Les plans sur les portes, tout ce qui est sur couloirs. Les symétries. Il y avait déjà ça dans Barbare aussi, quand il filmait les couloirs comme ça. Il y avait des plans incroyables. Et aussi, il travaillait beaucoup sur le hors-champ. Il y a une scène, je ne sais pas si vous voyez la scène dans la voiture, où il y a une femme qui arrive, et là il travaille sur du hors-champ où tu entends qu'elle ouvre la porte par derrière, en fait, et ça crée vraiment une tension, tu t'y attends pas, quoi. Donc il y a une très bonne, un très bon jeu sur le hors-champ, je trouve. Et surtout parce que le dénouement de la scène, tu ne le comprends pas encore à ce moment-là. Tu captes pas c'est vraiment, d'ailleurs, ce que j'adore, c'est que le film est conscient, il dit tout le temps WTF. Voilà, pour nos auditeurs, on va pas le dire en anglais en mode vulgaire, mais c'est tout le temps WTF, quoi, genre, et le film est un peu ça. En tout cas, avant que tu comprennes de quoi il s'agit. Et le mot réapparaît dans Barbarian aussi. Genre, le gars, il le fait dire à ses comédiens parce qu'eux-mêmes sont un peu en train d'être des personnages d'un film qui est genre, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est ça qui est bien dans ces films-là, dans le sens où assumé, quoi. Voilà, c'est ça. Et les personnages sont conscients que bah oui, c'est n'importe quoi et on n'a pas de réponse, et en fait il va falloir la trouver, la réponse, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. C'est ça qui est pas mal dans ce sens-là, c'est que les personnages sont conscients de ce qui leur arrive. Sans rien en savoir, en fait, mais ils se disent mais c'est vraiment n'importe quoi, c'était pas possible ce qui se passe, tu vois, genre. Moi ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que ce film là, et ça j'aime beaucoup, et j'ai vu ça dès la sortie de la salle, ça va créer, selon moi, un marqueur fort dans l'horreur, c'est-à-dire que tu vois cette position quand les gamins y courent, et ben ça c'est très très fort, parce que du coup ça crée vraiment, et c'est sur l'affiche, et c'est dans la bande-annonce, et c'est un peu partout, tu vois. C'est une position un peu en T. Voilà, mais il lève les bras, il court un peu comme un avion, c'est ça, tu vois. Des avions, ou un peu une position de Naruto, quoi. Et ben en fait, c'est ça déjà ça donne un ton et une image à ce qui est flippant dans ce film-là, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, tu vois, c'est un marqueur très fort. Là où Saw, tu vois, t'as des comment dire, des trucs abominables, des pièges tout le temps bien sophistiqués, tu vois, très métal comme ça, voilà. T'as des images marquantes dans certains films, tu vois. Par exemple, si on prend Hérédité, t'as le... Tu vois, ce genre de truc, et ça reste, et c'est des trucs simples que les gens peuvent reproduire, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, dans le sens où tout le monde peut s'y mettre. Tu peux courir comme ça au bout de 2 secondes, en fait, et quand je suis sorti de la salle, les gens le faisaient déjà, tu vois. Donc ça crée c'est ça qui est bon avec ce film là, c'est que ça crée un truc, ça va créer un truc, ça va continuer à créer un truc, et parce que c'est assez simple, justement, aussi, comme l'intrigue est assez simple, ça rappelle comme des contes, en fait, et donc c'est des choses que les enfants peuvent comprendre facilement, et la façon dont c'est raconté, d'ailleurs je crois qu'une voix off, c'est un enfant, d'ailleurs. Il raconte ça comme un conte, et voilà, quand on comprend qui est l'antagoniste, on comprend mieux le lien avec les contes et les frères Grimm et tout ça, mais je trouve ça vraiment, c'est simple, et donc du coup il complique pas les choses, et tu peux l'intégrer beaucoup plus facilement, comme tu dis. Ben ouais.
Tout à fait, donc 8 sur 10 tu disais toi Edouard, toi tu mettrais combien Gabriel? Ouais, un bon 8 aussi, franchement. Bon, je mettrais un 9, voilà, j'ai pas peur de bouder mon plaisir. Non mais parce que on en discutait aussi hors micro, cette année je trouvais qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, moi je verrai un peu qu'est-ce qui nous restera à la fin de l'année, mais il reste maintenant 4 mois, donc plus grand chose pour faire vraiment des moments. Moi j'ai vraiment eu les 28 Years Later qui m'a vraiment mis, donc le film de Danny Boyle qui m'a vraiment mis une claque. Il y a celui-là qui est dans mon top 5, mais largement dans un top 5. Et je sais même pas te dire top 3 en fait, parce que je n'ai pas de troisième film a priori comme ça en tête. Sinners peut-être un petit peu quand même, qui m'avait quand même marqué. Ouais, c'était cool. Mais je trouve que la barre est pas aussi haute que dans d'autres années, donc je suis très content de ce film d'horreur qui pour moi a surclassé les 3-4 gros blockbusters qu'on nous a donné à la cuillère pendant... Encore que Fantastic Four se défend. Voilà, c'est unpopular opinion, mais c'est pas mal. Unpopular opinion, et moi je tiens à dire un truc, je vais le dire ici, que ça déplaise à certaines personnes ou non. Pedro Pascal, je n'en peux plus. Voilà. Ah oui, c'est ces acteurs qu'on voit trop partout. C'est un peu... Il y a 3 films à l'affiche pour le moment. Je sais. C'est trop. Voilà. Et matérialiste aussi. Ouais. D'ailleurs, il a failli être dans Weapons. Oui, ça aurait été l'acteur principal, Pedro Pascal, mais il a été remplacé. Donc, parce que c'était pendant la grève des scénaristes, tout ça, le Covid. Mais je pense qu'il a dit non, c'est lui qui a refusé, il me semble. Je crois qu'il s'était prévu, mais finalement, avec tous les délais de grève et de machin, et alors du coup, le reste du casting était venu aussi parce que Pedro Pascal, du coup, le reste du casting a changé aussi. Donc ils ont tout recasté en fait, en réalité. Et en fait, excellent travail. Bien sûr. Parce que tout le monde est super. Et d'ailleurs, petit shout-out à Austin Abrams qui joue le junkie, que j'avais découvert dans un film qui s'appelle Paper Towns, qui est sorti en 2015 à l'époque. Très chouette film. Et je trouve que cet acteur-là est sous-coté à mort. Et j'espère qu'avec ce film-là, il va revenir fort parce qu'il est très très bon. Son rôle, il est nickel chrome, et c'est très difficile de jouer un sans-abri, #junkie, etc. Je trouve ça très, très, très difficile de pas tomber dans le pathos. Et la caricature. Ouais, c'est ça, et je trouve qu'il le fait très très bien, donc bravo à lui, quoi. Et je pense que le flic, c'est l'acteur qui fait Han Solo. Dans Solo, qui est un échec, et là il se débrouille assez bien, je trouve, franchement, dans un rôle un peu plus dramatique. J'avais même pas fait le lien, évidemment que c'est Solo. Et l'actrice principale, je sais plus son nom, Julia Garner. Et j'ai vu dans un film de loup-garou qui était assez mauvais, Wolfman, j'ai été assez déçu parce qu'il essaie de jouer un peu sur le même côté, les vêtis d'aurore, mais le gâteau prend pas, quoi. Enfin, la mayonnaise prend pas, et j'étais assez déçu de celui-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu Wolfman. Non, ça faisait partie de ce projet un peu fou de faire tous les méchants, le Sony. Le Sony Villain Universe. Ouais, les Universal Monsters, là, avec la momie, tout ça. Mais Wolfman, en fait, ils essayaient aussi de faire une espèce de symbolique, mais qui fonctionne pas, quoi. Là, c'est plus une symbolique sur comment la violence se transmet de père en fils. Mais là, ça prend pas ici. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, très très bien. Bon, allez, on digresse. Est-ce que ce serait pas le moment de rentrer un petit peu dans les spoilers, les amis? Spoilons. There's something very, very wrong going on. Alors, si vous nous écoutez à ce moment-là, c'est que vous êtes prêts à nous entendre spoiler un petit peu le film, parce que, en fait, et cette fois, c'est la première fois dans l'histoire de Sonic Unissima qu'on décide de faire une catégorie un petit peu à la YouTuber, partie sans spoiler, partie après spoiler. Pourquoi on le fait? C'est parce que y a un point commun entre Barbarian et Weapon, c'est que c'est énormément de symbolique présente dans le film, avec des interprétations qui sont presque infini, vraiment, avec un réalisateur qui ne donne pas toutes les clés, il en donne quelques-unes, il répond tout à fait gentiment aux questions, mais c'est un film qui est riche en messages, en symbolique. J'ai commencé un petit peu à creuser, j'en ai trouvé au moins 7 ou 8 qu'on peut clairement développer, et donc je voulais un petit peu voir avec vous, voilà, est-ce que vous les aviez vus? En fait, quand vous sortant du film, est-ce que vous aviez quoi comme explication un petit peu, ou comme métaphore? Il y a notamment un truc un peu what the hell, c'est ce 2h17, ce chiffre 2h17 qui a une symbolique de chiffres, et on sait quand il y a des chiffres, il y a toujours un petit peu... Alors, ça fait penser évidemment à la chambre dans Shining, qui est la chambre 217, pas dans le film, mais dans le livre. Il y a une référence à Shining aussi dans le film, quand la mère passe la tête à travers la porte, là. C'est aussi, Et il y a un autre moment, vous avez une énorme AK-47, une mitraillette qui apparaît au-dessus d'une maison avec le chiffre à nouveau 217, et là on se demande, ok, donc Weapons aussi, ce titre dont les traducteurs n'ont visiblement pas vu le film ou pas compris, parce que pour traduire évanoui, on passe tellement à côté du sujet. Après, c'est pas simple de traduire Weapons comme ça juste en anglais. Techniquement, les gens qui sont sont évanouis, mais ils sont évanouis dans la nature. Ça passe tellement à côté justement du truc. Ça passe à côté du vrai sujet qui est, du coup, selon moi, j'imagine, le school shooting. Voilà, c'était un peu ça. C'est sur ça que je voulais vous amener, parce qu'en ayant fait le tour un peu du pâté de maison de ce que ça veut dire, j'ai l'impression que quand même. Voilà, Gabriel. Moi, sortant de la salle, je suis passé un peu à côté de la symbolique, quoi. En sortant, je savais pas trop. Et il reste assez vague. Je pense qu'il laisse beaucoup de place à l'interprétation. Ouais.
Et ouais, c'est un peu difficile. Il doit y avoir une symbolique avec les soupes Campbell aussi, parce qu'avec Andy Warhol, ils servent de la soupe tout le temps. Et je suis aussi passé à côté. Je ne comprends pas cette symbolique de l'enfant qui nourrit les autres enfants qui ont été enlevés. Il nourrit tout le monde avec la soupe Campbell. Il doit y avoir une symbolique que j'ai pas, je sais pas, je suis passé à côté en fait. Pour moi, ça rejoint la thématique du parasitisme, parce qu'il y a la thématique du parasite qui est présente aussi, qui est citée. On parle de Ténia à un moment donné, on parle de celui là dans Last of Us, là, le champignon, je l'ai plus maintenant. Le cordyceps. Le cordyceps, voilà. T'as la sorcière, maintenant on va pouvoir le dire. Le fameux mot d'ailleurs est écrit après la 5e minute, vous avez le mot écrit en lettres. Littéralement, le film te dit Witch écrit en rouge, dont on ne sait jamais vraiment qui l'a fait, mais on se dit bien que c'est le personnage de Josh Brolin qui l'aurait. Ouais, mais voilà. Le gros plan sur la peinture rouge, tout de même. Ouais, tout de même, mais. Et il va en acheter à un moment, je pense. Hein. Bah oui, c'est à un ça, moment, il va acheter de la peinture rouge. Non, c'est celle qu'il avait parce qu'ils se sont trompés de rouge. commande. Elle est rouge peinte par les ouvriers qui pensaient, c'est ce qu'ils ont reçu, ils ont utilisé. Puis il a dit, non, j'avais demandé du bleu. Et du coup, il reprend les pots qui sont déjà ouverts, ce qui reste dans le fond du pot pour aller écrire sa colère sur la voiture de la prof. C'est encore mieux amené que je pensais, alors c'est encore plus intelligent. Que d'aller acheter ça, c'est parce que ça traînait dans son. Je pense que c'est un film qui peut se voir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à mon avis, tu vas toujours en avoir d'autres, quoi, des trucs à remarquer, à revoir. Et comme on disait, c'est vrai que les jumpscares, moi c'est un truc qui a tendance à me gaver dans l'horreur moderne et dans l'horreur tout court. C'est que les jumpscares, ils sont soit trop attendus, soit t'es là en mode bon vas-y envoie-le, ça devient chiant, ou alors ils en jouent trop et puis ça tombe. C'est un artifice en fait. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment, je trouve que c'est très difficile à faire un bon jumpscare. Et pour moi, presque ce qui est encore mieux, c'est la tension avant en fait. À fond. Et c'est là où il y a des chefs-d'œuvre qui naissent. Par exemple, je pense à Hereditary qui est du coup qui a lancé cette lignée de LVT d'horreur entre guillemets, en faisant des menaces que tu vois dans le coin d'une pièce et tu ne sais pas quand ça va arriver parce que tu le vois cette menace, tu sais que ça va arriver. Et en fait, quand ça arrive pas, c'est encore pire parce que du coup, t'as pas eu ce truc de te dire ok, ça c'est résolu, on peut avancer. Et du coup, ça te garde sous tension. T'es compressé jusqu'au moment où la fin du film arrive et tu peux te relâcher enfin tes muscles. Mais les Weapons m'a fait un peu ce truc-là, tu vois. Et c'est là où c'est bien aussi cette narration en plusieurs étapes. C'est que tu vas jusqu'à un peu au climax de chaque personnage et puis ensuite, boum, on te repasse à un autre et tu peux te dire ok, là on redescend, on reprend à zéro, on va aller voir ce qui est horrible chez ce mec-là, et puis horrible chez ce gars-là, et puis horrible chez ce gars-là, et au final t'as ce truc de fou avec la sorcière que je trouve très intéressant d'avoir fait une sorcière en fait, parce que je m'attendais pas du tout à une menace de ce style-là. Je pensais plus à quelque chose de pas de ce type-là. Je veux pas une sorcière, tu vois. Je me disais, je sais pas, il y a peut-être un maléfice sur la ville ou j'en sais rien. Peut-être que l'actrice principale ressemble trop à Justin Timberlake dans les années 2000. J'en sais rien, tu vois. C'était gratuit ça. Non mais il y a eu ce même qui m'a fait beaucoup. Le film m'a fait une petite vibe de Prisoners, le film de Villeneuve. C'est vraiment genre qui a pris les enfants, quoi. Qui a kidnappé les enfants. Et toute l'enquête de Josh Brolin fait vraiment penser à Jake Gyllenhaal, qui enquête avec Hugh Jackman, etc. Ça se répond vraiment. Hugh Jackman qui est la version un peu agressive, un peu comme Josh Brolin qui est un peu agressif. Oui, avec des enlèvements d'enfants au début, et lui se fait justice lui-même. C'est ça, parce qu'à nouveau, cette thématique récurrente entre Barbarian et Weapons aussi, et là aussi dans Prisoner, c'est la police ne sert à rien, voire même est activement pas en train d'essayer de résoudre. Sauf que dans Prisoners, le flic, il y va vraiment, quoi. Jake Gyllenhaal, il est perturbé de dingue par cette histoire-là, et il est à fond, tu vois. Là où dans Weapons et dans Barbarian, c'est pas du tout la même chose. Dans Weapons, le flic est vraiment égoïste, en fait. Il est vraiment mauvais, quoi. Il est un peu puni par le film parce que c'est une mauvaise personne aussi. Enfin, il trompe sa femme à un moment. Il est alcoolique. Il est alcoolique. Il maltraite le junkie sans raison aussi. Donc, il est un peu puni. Tout à fait. Ça aussi, c'est un peu le truc comme un conte. C'est en fait la sorcière, finalement, c'est un peu l'incarnation d'une punition qui va arriver à tous les personnages qui ont fait du mal, et aussi peut-être quelques victimes aussi à côté collatéral. Mais si à nouveau on est dans la scène d'une fusillade dans une école, il y a plein de victimes aussi, évidemment. C'est quand tu tires comme ça sur une foule, il y a des coupables qui se font tuer par l'acte de vengeance et l'autre, quoi. Mais ça parle aussi beaucoup de bullying, tu vois. Ça c'est très mis où le gamin, en fait, du coup, le petit Alex, le seul qui reste, c'est celui qui se fait bully non-stop, en fait. Et c'est on va paraphraser, mais c'est entre gros guillemets, les gens qui font des school shootings, c'est ce genre de profil qui se font harceler, qui sont mal dans leur peau, qui en viennent à faire des recherches un peu macabres, etc. Et voilà, je pense que
si c'est bien dit, bien fait, ça peut être un bon message de prévention entre gros guillemets. Ouais. Après, les États-Unis, juste supprimer les armes un jour ou l'autre. Bref, voilà. D'ailleurs, le film m'a fait un tout petit peu peur quand tu vois la petite scène de bowling. Je me suis dit, ah non, le film va tomber. Ouais, j'ai eu très peur que tu vois vraiment que ça glisse et qu'on tombe dans un pathos de le petit Alex en fait machin. Et en fait non, le film arrive à juste l'amener. C'est pour ça que je trouve ça super dans ce film, que je lui ai donné 9 sur 10, c'est que t'as vraiment plein de thématiques, mais c'est chaque fois genre hop là, c'est placé là, ça t'en donne pas trop, mais ça couvre plein de sujets aussi. Enfin, je veux dire, il y a l'alcoolisme, il y a la drogue, consommation de drogue aussi, qui à nouveau cette thématique de certains objets qui deviennent des armes. Donc la bouteille d'alcool, à un moment donné, va être utilisée, la bouteille, comme une arme par la femme trompée qui se rend compte qu'il va lui faire une agression. Cette scène a du sens pour ça, en fait, pour que l'arme soit weaponisée. Les enfants sont eux-mêmes weaponisés comme des missiles, justement cette position dont on parlait plus tôt, quand ils volent comme des missiles des avions, on disait. Ils sont pilotés en ligne droite, téléguidés, manipulés par des adultes qui veulent leur faire du mal, etc. etc. Et donc il y a ça. Et puis tu as les aiguilles du junkie, qui sont à la fois la drogue et une arme qui va être utilisée plusieurs fois comme un poignard, un petit peu pour poignarder la fourchette et weaponiser aussi à un moment donné. En fait, les objets, potentiellement tous, peuvent devenir des armes. Et ça aussi, c'est une petite grille de lecture. Je les ai pas tous découverts tout seul, hein, mais quand tu cherches, quand tu creuses, il faut le revoir une deuxième fois parce que c'est génial. Ouais, je pense moi, je l'ai vu très premier degré en fait. Je pense, j'ai pas vu tellement de symbolique comme ça. Des fois, tu le prends. Hein. Et juste au niveau divertissement, déjà, c'est déjà très bon, je trouve. Et c'est ça peut-être là, si on pinaille un peu, la petite critique que j'aurais à faire, c'est une fois qu'on découvre qui est l'antagoniste. Enfin, la tension, elle est super bien, jusque quand on découvre la sorcière. Et puis une fois qu'on sait que c'est la sorcière, c'est un peu trop long. Il y a des problèmes de rythme. Et dans Barbares, il se passe exactement la même chose en fait. Il y avait cette histoire d'Airbnb et tout ça, et on se disait putain mais qu'est-ce qui se passe avec cette cave et tout. Et puis une fois qu'on découvre que c'est une espèce de créature qui vit dans la cave, là aussi il y a des problèmes de rythme un peu. Donc je pense qu'il doit un petit peu s'améliorer là-dessus. C'est vrai que son build-up est plus intéressant que son dénouement de troisième acte. C'est ça, et en fait, le climax arrive un peu trop tôt, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est une histoire de 5 minutes, quoi. Vraiment, le timing est presque bon, quoi. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que avec un climax qui arrive plus tôt, tu ne sais pas ce qui va se passer après. C'est ça qui est bon. C'est qu'en fait, tu sais pas jusque quand ça va continuer, tu vois. Moi, j'avoue que quand j'ai regardé Barbarian tout à l'heure, j'ai pas regardé où était le point, tu vois, la petite ligne, là. J'ai pas regardé le time code. Le time code, tu vois. J'ai pas regardé combien de minutes il me restait, tu vois. Je savais que c'était un peu plus long que ce que je pensais, tu vois, et en fait ça repousse, ça va un petit peu plus loin que ce que toi t'imagines, tu vois. Et du coup c'est ça où j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, hors micro et tout, et même pas vous deux, mais qui me disait que pour lui cette scène de fin, elle est comique et ça n'a pas marché pour lui. Et ce que je comprends, tu vois, parce dans que Weapons ou dans Weapons, dans donc, Weapons, où t'as vraiment les gamins qui foncent vers la sorcière. Outre que visuellement c'est hyper beau, que moi toutes ces fenêtres super, et tout, c'est au niveau de la chorégraphie vraiment scénique, j'ai trouvé ça hyper fort. Parce qu'on a vu cette scène dans plein de films de zombies. Il y a un côté zombie un peu clairement. Mais là, c'est nickel, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça à fond. J'ai trouvé ça très drôle, en fait. Ils sont comme des missiles c'est vraiment ça, c'est un peu comme des drones, quoi. C'est des drones. C'est ça. Mais c'est intéressant quand tu sais pas si tu dois rire ou avoir peur aussi. Je trouve ça intéressant dans un film quand il arrive à être dans l'entre-deux. Et des fois, il y a des scènes qui sont très gore et très graphiques. Mais c'est tellement absurde que tu as envie de rire aussi, quoi. Enfin, la scène de fin, c'est pas une violence sur des enfants, mais avec des enfants. Enfin, quand les enfants déchiquetent la sorcière, c'est limite comique, en fait. C'est ça, toutes ces scènes-là, elle est drôle, quoi. Mais le gore, comme les jumpscares, est assez justifié, je trouve. Ouais, bien sûr. Quand il arrive, il est justifié, et c'est pas gratuit, mais il y a des scènes très gore, et dans Barbare, c'était comme ça aussi, il y a des moments très très gore. Et la grosse scène comique où là, vraiment, c'est la fois où ça rigolait dans la salle, c'est genre le junkie qui se fait taper chaque fois, qui se prend une patate dans la tronche et qui se relève à chaque fois, parce qu'il arrive pas KO, quoi. Donc chaque fois, c'est boum. Boum. Là ça fait très Looney Tunes à ce moment-là, c'est très Cartoon X, mais qui balance des patates. En fait là je pense qu'il s'est juste fait plaisir, tu vois. Il y a des moments où il se fait plaisir, et en fait c'est là où je disais que tu peux dormir après ce film là, c'est que cette scène de fin avec tous les gamins qui enfin il y a clairement un truc comique quand elle traverse la maison, elle traverse la maison, enfin c'est trop marrant, tu vois. Et du coup tu termines là-dessus et tu te dis ah ok cool. C'est marrant, tu vois. Elle a que ce qu'elle mérite, et c'est ça l'ironie du sort, c'est que elle se fait tuer parce qu'elle a kidnappé, tu vois. Donc genre techniquement, c'est vraiment juste un retour du bâton en plein dans sa tronche, et la tronche, il n'y en a plus beaucoup à la fin du film. Tout à fait. Après, c'est une critique qu'on peut faire souvent sur les films d'horreur, mais je trouve que c'est une petite critique, c'est que les personnages ont comment dire, ils ont des actes incohérents quand même aussi. Il y avait déjà ça dans Barbare aussi. Par exemple, le junkie, quand il va dévaliser la maison, il commence à voler et puis il voit deux silhouettes dans le canapé. C'est une de mes scènes préférées du film.
Et il se dit, bon, n'importe qui devrait se casser à ce moment-là, quoi. Et lui dit, oh, ok, il bouge pas, je continue à voler. Bon, là, c'est un petit peu un comportement incohérent. En même temps, il est sous je sais pas combien de grammes de trucs. Ouais, c'est ça. Quoi. Sinon, il n'y a pas de film. Hein. Bon, voilà, si les personnages n'ont pas des réactions un peu débiles. Dans Barbarian, c'est aussi pourquoi tu continues à avancer dans le 18e sous-sol. C'est vrai que, c'est une question qu'on peut se poser. Après, il y a des moments où je trouve ça très intéressant, dans le sens où, tu vois, c'est vrai que quand le personnage de Josh Brolin, il rentre dans la maison, et parce que le junkie lui a dit, je crois, ou un truc comme ça, et qui voit les enfants, tu vois. Et là, tu sais, t'as une scène à la lumière où il passe d'enfant, enfant. Et bon, le dernier truc, tu sais très bien que ça arrive, mais tu te prends plein de tronches. Celui-là, je l'ai pas vu venir, je t'avoue. Ah, moi aussi. Parce que je m'attends pas à ce que se cache là. Moi, je suis habitué, mais tu vois ce truc dégueulasse qui arrive sur toi, et puis ça coupe et t'es là, oh là là, mon Dieu, quoi. Tu reprends tes esprits à chaque fois, quoi. À chaque cut de personnage, tu reprends tes esprits après. Ouais. C'est là que c'est bon, c'est que ça te met, en fait, il joue avec toi le film, tu vois. Il te met dedans, il te met dedans, et c'est tout à fait voulu, et c'est pas du tout, il y a pas une pause pour avoir une pause, il y a une pause parce que t'es arrivé au climax de ce moment-là. Et tu repars après. Je trouve ça super. On part à zéro et on reconstruit un autre truc. Quoi. Exactement. Et il joue avec les genres aussi, ça qui est intéressant, quoi, de la comédie, le thriller, l'horreur. Ce que j'ai bien aimé niveau réalisation aussi, c'est qu'il y a des scènes d'horreur en plein jour. Et ça, j'aime beaucoup, notamment dans la pompe à essence. Il y a un peu cette horreur dans le quotidien. Oui, tout à fait. Et que voilà, quand le principal arrive aussi dans la position des enfants, et sa tête est vraiment horrible, je trouve. Ouais. Et ça fait très cinéma coréen, je trouve, ce plan-là. Je trouve qu'il me fait vraiment penser à je dirais plus son nom maintenant, mais je trouve qu'il y a des clins d'œil au genre horrifique coréen avec ce truc-là. C'est pas Old Boy, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Ça fait penser un peu au. Enfin bref, peut-être que j'ai vu des trucs où il y en a pas, mais. C'est pas parce que l'acteur est asiatique, hein, c'est pas pour ça. Non, mais après dans le casting, est-ce que c'est pas fait pour... Non, mais parce qu'il savait qu'il allait le grimer comme ça, avec ces yeux-là, qui est typiquement un œil ensanglanté rouge qu'on te voit un peu dans l'horreur. Qui ressort très fort, comme il a un visage asiatique. Ça fait penser à des films asiatiques, que ce soit. Est-ce que dans The Ring, il n'y a pas ça non plus? Ouais, c'est un peu The Grudge et tout. Parasite, il n'y a pas ça dans Parasite. Parasite, du coup, ça m'a fait penser un peu dans Barbarian, quoi, ce truc de ce qui se passe dans le sous-sol. Tu vois, tout est dans tout. Je trouve que le gars, il est hyper référencé. Moi, je sens que ce gars, il a été biberonné à des images horrifiques de plein de films et il les glisse un petit peu. Par exemple, dans Barbarian, et c'est clair, j'étais content de voir quelqu'un d'autre le dire, la scène avec les petites maisons toutes jolies, c'est totalement Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, dans la petite où tout va bien. Très quotidien. C'est un clin d'œil de fou. Il y a des tonnes, et ça fait trop plaisir. Évidemment, Shining, c'est sa référence préférée, il l'a même dit en interview. C'est vrai que cette image-là, quand elle arrive, t'es là en mode mais oui. Ah, ok. Et en fait, t'es dans du Burton, t'es dans du, je sais pas moi, dans d'autres trucs, dans du Wes Anderson à la rigueur, même tu vois. David Lynch sur c'est ça. Moments, en fait, quoi. c'est ultra coloré, les couleurs sont ultra saturées. Et grand angle, et puis tu suis un autre gars qui a rien à voir, tu l'as jamais vu. Et puis après, voilà. Mais c'est ça, c'est aussi le petit truc que j'ai à redire sur Barbarian, c'est que j'ai pas bien compris ce personnage-là. Je pense que c'est l'originel. Oui, c'est dans les années 80, son plan. Voilà, c'est l'originel gars qui a fait toutes ces saloperies. Voilà. Ah, c'est pas le gars dans le lit à la fin, c'est pas le même en fait. Si, c'est le même. Ah oui, ok. 40 ans de plus. Voilà, là, on est passé sur le film, sur l'autre film Barbarian. Je sais pas, il faut suivre un peu, mais comme les deux sont vraiment, les deux se regardent en regard. C'est vraiment, faites-vous un marathon avec les deux. Surtout le Barbarian, il fait 1h30, ça se regarde tranquillou. Très belle double feature. Je pense vraiment pour une bonne soirée un peu flip, ça peut bien se passer. Et puis c'est flip, mais c'est pas flip, comment dire, ça te dérange pas à l'intérieur de toi jusqu'au bout de la life, tu vois. Comme tu dis, c'est digérable, quoi. Tu prends une bonne dose d'horreur, et après tu reprends une bonne dose d'horreur, et puis c'est bon, tu vois. Mais il monte aussi de l'horreur qui vient du quotidien, mais qui n'est pas horrifique forcément, parce que dans Barbare, par exemple, le quartier, il est hyper flippant à Détroit, mais des quartiers américains existent comme ça en fait. Il y a vraiment des quartiers qui sont complètement délaissés, et dans Weapons aussi, les conditions de vie du junkie, et que quand il frappe le flic avec les seringues et tout, mais ça peut arriver en fait. Et donc il montre aussi une horreur qui est très quotidienne en fait, à côté de choses qui sont plus symboliques et horrifiques avec la sorcière. C'est assez intéressant. Ouais, tout à fait. C'est une critique de la société aussi évidemment. Oui, voilà. L'horreur est quand même ça et la science-fiction, c'est un peu les deux genres qui permettent de vraiment balancer un petit taquet. Bon, c'est quand même les deux films, il y a un petit message à cab aussi dedans, quoi, vraiment. Clairement, sur les forces de police, c'est quand même. Après, c'était ces années-là, quoi, tu vois, c'était. George Floyd, Camp Breeze et tout ça, à fond. Et alors, l'autre grosse thématique, c'est le trauma, qui peut être tout à fait une autre vision, sans même aller vraiment dans la fusillade, même si clairement le film, une fois que tu vois que ça parle c'est un commentaire sur une fusillade dans une école aussi, et en tout cas, comment ça
casse la communauté, ça détruit toute cette communauté où les gens sont entre colère, tristesse, etc. C'est la dernière minute du film, quoi, vraiment la dernière minute où la sorcière est morte, spoiler alert. En fait, moi, c'est ça que je trouve ça très cool, encore une fois supplémentaire, c'est que il aurait pu faire que la sorcière a lancé tous ses sorts, donc au final. C'est dès qu'elle est morte, tout va se résorber, et en fait pas du tout. Non, le trauma c'est là reste. Que c'est très bon. C'est là que c'est très très bon parce que du coup tu peux, si on va un peu dans l'analyse, tu peux analyser que du coup le gamin qui aurait fait un school shooting, c'est le petit Alex qui raconte l'histoire d'ailleurs. Tous les enfants, ils sont plus là, ils sont morts, donc voilà. Il y en a certains qui, comment dire, c'est ça la dernière phase du film, c'est qu'il y en a qui ont recommencé à manger après un an, un truc comme ça. À parler après un an, voilà. Ce serait peut-être ceux qui ont vu, qui n'ont pas été tués, mais qui ont vu ce qui s'est passé, qui sont traumatisés à vie. Ça, ou alors ils sont juste morts. Oui, ils sont morts. Ils sont morts, et puis après c'est juste les parents qui arrivent à un peu verbaliser. Voilà, c'est ça. Après, c'est plutôt les parents qui commencent à parler quand leur enfant, est, comment dire, loin derrière, on va dire, entre guillemets, après un an, tu vois. C'est quand même difficile de toute façon. Et les parents, ses parents à lui, qui disent qu'ils sont dans un asile de fous, etc. Quand t'es parent d'un gamin qui a tué une classe entière, t'as plus de life, quoi. Tu t'en remets pas. Plus rien. Mais comment la violence peut traumatiser d'autres générations aussi, et comment, parce que le père aussi devient assez violent. Et d'ailleurs, c'est un peu son péché à la fin, la colère, parce que c'est là où il commence à frapper le junkie, et même quand il est envoûté, c'est vraiment il est très violent, quoi. D'ailleurs, c'est son fils Matthew qui était l'un des bullies les plus agressifs, et souvent les enfants bullies sont eux-mêmes bullies à la maison, ou en tout cas face à de la violence, quoi. Et donc tu vois comment cette violence a été transmise après aux enfants, et voilà comment les traumas se transmettent sur les générations, quoi. Ouais. Une génération innocente à la base où les enfants n'avaient rien fait, quoi. À fond. C'est trop bien. En tout cas, voilà. Ça pose plein de questions, il y a moyen d'en discuter pendant des heures entières. Un bon petit, si on fait nos 3 notes, donc 9, 8 et 8, ça fait quoi 8,66 en moyenne. On est plutôt sur un très très bon score là. C'est très bon, et je suis très curieux de voir son prochain film parce qu'il s'améliore. Et je suis vraiment curieux de voir son 3e film. Il sera très attendu, je pense. Là, moi, là, pour moi, on a Hérédité, Midsommar. Voilà, on a très peur que son 3e soit un Beau is Afraid pour faire la comparaison avec Ari Aster. On espère que non. On espère que la 3e sera la bonne et pas la 3e sera l'accident. Ouais, exactement. Mais après, moi, je vois que je vois pas comment il peut se planter, en fait, parce que c'est trop bien. J'ai vu pas mal d'interviews de lui. Je suis tombé dessus parce que c'est vraiment le truc du moment, Weapons, que ce soit aux États-Unis ou même chez nous. Je te dis, 200 millions, il a pas fini d'engranger. Ça va être un des plus gros. Pour 38 millions, ça va être considéré comme un des plus gros succès de l'année. Quand tu vois que Superman. De l'année, c'est sûr. Que Superman arrive à peine à passer les 600 millions avec la tonne de promotion, de thunes. Ils ont fait le tour du monde, les acteurs partout, de Superman partout, des features avec des montres de collection. Ils ont fait tout. Mais alors, franchement, tu peux pas faire plus. En termes d'overdose de promotion, 600 millions. Le truc là, il a encore un bon mois d'exploitation en facile, salle. À mon avis, ça va aller plus loin. Et c'est beaucoup le bouche à oreille. 200 millions, quoi. Le bouche à oreille qui fait la promotion de Weapons, quoi. Mais c'est là où c'est fou, et c'est ça que je disais avec la comédie et l'horreur, c'est que c'est deux genres qui sont extrêmement difficiles quand c'est raté ou quand c'est bon, tu vois. C'est très difficile à bien faire, c'est très facile à rater. Mais par contre, quand c'est réussi, ça parle, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, moi j'ai été voir Weapon il y a 3 jours. Il est sorti depuis, ça fait quand même, je crois. Il est sorti le 6 août. Le 6 août, donc ça fait. ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Et pourtant, la salle était blindée à craquer. Donc c'est dingue, tu vois, c'est ça qui est fou. Et je pense que tout le monde est très content quand ils ressortent. Et comme je te disais, les gens qui couraient avec les bras un peu en avion comme ça, ça va se passer comme ça, c'est sûr. Ça a créé quelque chose de nouveau que j'avais pas encore trop revu depuis des trucs comme Blair Witch ou comme Saw, où ça en parle partout quand tu l'as vu, tu vois. Et ça reste très accessible comme film aussi, en fait. Tu peux juste venir pour un pur divertissement, ou si tu as envie de l'analyser vraiment, ou si tu es un grand fan d'horreur, tu peux trouver ton compte aussi, et donc ça joue sur le succès, je crois. Et puis c'est malin, il est bien fait, c'est la narration bien filmé, cool, c'est beau, quel beau film, quoi. Puis en fait, c'est ça qui est cool avec cette narration là, c'est qu'en fait tu peux le faire de manière classique, tu vois. En fait, c'est juste un scénario, en fait, c'est des pièces, quoi. Chaque scène est une petite pièce, et là il les a mis dans l'ordre pour faire une pièce, 3-4 pièces de chaque personnage, et puis 3-4 pièces de chaque personnage, alors que de base c'est une première pièce d'un personnage, la deuxième pièce c'est un autre perso, etc. Et c'est là où le raconter comme ça marche bien aussi. C'est-à-dire que t'as presque des petits films dans le film, où du coup, c'est ça que je dis, que tu pars d'un point A, tu vas au point B qui est le climax, et puis hop, on te remet au point A, tu revois au point B du climax. C'est très intelligent dans ce sens-là, quoi. Et je me demande si on remet dans l'ordre les blocs, est-ce que le film serait aussi bien, en fait? Non, il doit être fait comme ça. Mais je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien, quoi qu'il en soit. Il doit être fait comme ça. C'est comme t'as des films genre Memento, par exemple, tu te demandes est-ce que si on le remet à l'endroit,
Ouais. Est-ce que ça a été fait d'ailleurs, je crois bien qu'il y a une vidéo YouTube qui fait ça. C'est sûr qu'il y a plein de mecs qui le font, mais en même temps c'est logique quand un truc est à l'envers ou qui est dans le désordre. Ça donne envie, quoi. Tu le remets dans l'ordre et puis après tu vois ce que ça donne, tu vois. Et je pense que Weapons dans l'ordre c'est bien quand même, tu vois. Mais ça ressemblerait du coup beaucoup plus à Prisoners, quoi. Ouais. Qui est vraiment assez classique. Voilà, c'est ça. Mais ce serait plus un thriller. Allez revoir Prisoners aussi, qui reste quand même un très bon film. Bien ici. sûr. Bon, et ben en tout cas, vous avez compris, on est extrêmement emballé par ce Weapons et dans la foulée, on a découvert Barbarian. Enfin, toi, tu l'avais déjà vu, Gabriel. Je l'avais déjà vu il y a 2 ans, ouais. Mais du coup, on a fait nos devoirs nous pour te rattraper. Ouais, mais je l'ai revu hier soir et j'ai eu le même plaisir, quoi. Il est vraiment très bien. Ouais, c'est très bien. Foncez sur ce Weapons qui est au cinéma et sur Barbarian. Et n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Ce n'est que du cinéma. On est sur TikTok, sur Instagram et partout sur les plateformes de streaming. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide énormément pour le référencement, pour les algorithmes. Nous vivons dans un monde d'intelligence artificielle et d'algorithmes qui doivent nous pousser en avant. Je vois, ils me font des grands hochements de tête en disant oui, c'est vrai, nous sommes dans ce monde. Et donc voilà, n'hésitez pas, nous ça nous donne énormément de force. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. À ciao les amis. Ciao. C'est ma première, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ciao. Are you watching?